Voici un aperçu des destructions observées au Japon après les explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. À la pensée qu'un tel cataclysme pourrait s'abattre sur nous demain, on a la chair de poule. Que feriez-vous en pareil cas pour vous tirer d'affaire? Bien. Suivez-moi. Je vais vous le dire. Cette région va être attaquée. Ce n'est pas la maquette d'un port déterminé. On a voulu représenter un point important, très peuplé. Un centre industriel d'une grande activité ferroviaire et maritime. Le tout truffé d'usines et d'entrepôts. Le type même d'agglomération que l'ennemi, quel qu'il soit, aurait intérêt à détruire. Supposons qu'il lâche là-dessus un œuf atomique. Quelle belle omelette ça ferait. Surtout que nous serions cuits avec. N'est pas certain du tout. Il est entendu que la bombe est terrible. J'ai vu ses ravages au Japon, à Bikini et à Eniwetok. Elle est dangereuse, autant qu'une femme. Là, je demande à voir. Il ne faut jamais sous-estimer son pouvoir, mais il ne faut pas non plus perdre la tête. Supposez qu'on lance une bombe atomique sur une grande ville du genre de celle-ci. L'explosion pourrait tuer d'un coup 50 000 personnes. Mais ce chiffre terrifiant serait considérablement diminué si les gens savaient quelles sont les mesures de protection individuelle à prendre. Agissez comme il se doit et vous aurez des chances de vous en tirer. Sinon, vous n'existerez pas plus longtemps qu'un cube de glace dans un grog. En d'autres termes, si vous vous affolez, vous êtes fichu. Vous m'objecterez que l'on peut porter des vêtements clairs et assez larges pour se protéger contre les brûlures. C'est une bonne plaisanterie, car lorsque l'ennemi vous bombarde, il ne prévient pas. Et le temps de vous mettre en tenue, vous êtes cuit. Supposons donc que vous soyez pris par surprise et voyons quelle est la méthode à adopter. Vous êtes réellement ici, dans cette agglomération qui n'est pas une maquette, mais une ville authentique. Vous êtes en permission, la vie est belle, et vous recherchez au maximum ce que vous êtes en droit d'attendre de l'existence. Vous profitez de votre liberté, et vous vous donnez du bon temps, comme tout permissionnaire qui se respecte. Tout à coup, l'ennemi vous rappelle brutalement son existence. Il n'y a pas une seconde à perdre. Vous êtes loin de votre unité, livré à vous-même, et il s'agit de sauver votre peau. Laissez tomber immédiatement ce que vous faisiez, et planquez-vous dans le trou le plus proche. Le métro, par exemple, est un bon abri. Évitez tout ce qui est bicoque mal construite. Elle ne vous protégera pas. Choisissez plutôt le sous-sol d'un immeuble massif construit en pierre de taille. Le mieux, c'est de vous placer sous des poutres maîtresses ou de vous plaquer contre le mur pour éviter les chutes de matériaux. S'il n'y a pas d'abri souterrain à proximité, recherchez un local au rez-de-chaussée d'un immeuble solide. Défendez-vous si possible contre la lumière et l'air extérieur en fermant les portes et les fenêtres, en baissant les stores et en tirant les rideaux. Si en 1940, Londres a survécu aux effroyables bombardements nazis, c'est en grande partie parce que les gens ont appliqué les recettes de défense passive que je vous donne. Évidemment, le métro était encore plus bondé que d'habitude. Et on y manquait d'air frais. Celui de la surface était certainement meilleur. Mais à quoi bon l'air frais si on n'est plus en mesure de respirer? Faites comme ces gens-là, vous serez sur la bonne voie. Mais les bombes de la Deuxième Guerre mondiale étaient bien peu de choses comparées aux bombes actuelles. Cependant, les mesures défensives sont restées à peu près les mêmes. Le souffle de la bombe classique est capable de tuer et de démolir. Mais avec la bombe A, la destruction est incomparablement pire. Aussi, dès le début de l'alerte, ne perdez pas de temps à vous demander ce qui mijote. Ça pourrait bien être vous.
Si vous en avez le temps, le mieux est de courir vous jeter derrière un écran épais, massif et solide. Par exemple, un mur de ciment armé qui arrêtera le souffle et la chaleur. Du même coup, vous évitez à votre épiderme l'effet des radiations. Beaucoup de gens, à commencer par des bleus comme vous, se figurent que les radiations nucléaires agiraient sur vous comme le regard perforant de ce personnage diabolique. Eh bien non. Les radiations sont pénétrantes et souvent mortelles, mais on peut les arrêter. Les spécialistes savent avec précision comment on y parvient grâce à une certaine épaisseur d'acier, de béton ou même de bois. Malheureusement, vous n'êtes pas spécialiste de la question. Vous ne vous promenez pas avec un mètre dans votre poche pour prendre des mesures, et en tout cas, vous n'en auriez pas le temps. Vous n'êtes qu'un type qui cherche à se planquer, et en vitesse. Un mur épais se trouvant entre vous et le centre de l'explosion arrêtera presque toutes les radiations. Mais précisément, vous ne savez pas où l'explosion va se produire. Et les radiations peuvent ricocher et rebondir à la manière du ballon de basket contre son panneau. Pour vous protéger de ces ricochets, il faut tâcher, si possible, de trouver un abri fermé de tous côtés. Vous avez compris? Oui, seulement, si jamais ça arrivait alors qu'il n'y a pas d'abri dans le voisinage, je suis là, en pleine nature. Je fais le mort, je me jette à terre? Oui, il n'y a pas d'autre système. S'il y a un pli de terrain ou un fossé, tant mieux. S'il n'y en a pas, vous vous plaquez au sol, tout comme un fantassin repéré par une arme automatique. Vous vous couchez à plat ventre, le nez contre le sol. L'éclair de la bombe dégageant une chaleur formidable, il faut protéger tout ce que les vêtements ne recouvrent pas. Ne vous amusez pas à regarder le spectacle, car l'éclair vous aveuglerait pour un temps plus ou moins long. Vous me suivez? Bien, nous sommes prêts maintenant pour le feu d'artifice. Les bombes sont lâchées? Une seulement. Tâchez de vous représenter ce qui arriverait si l'ennemi parvenait à percer nos défenses. Cette bombe vaut celle que nous avons lancée sur le Japon. Et elle a été réglée pour exploser à 700 mètres au-dessus de la ville, c'est-à-dire à peu près ici. De la région située juste au-dessous du centre de l'explosion, et que nous appellerons point zéro, il ne reste rien, strictement rien. Dans un rayon de 1500 mètres ou davantage, la destruction est complète. Seules se restent encore quelques constructions. Naturellement, plus le souffle s'éloigne du point zéro, et plus ses ravages diminuent. Cependant, les collines et autres obstacles en modifient les effets de manière assez imprévue. Un immeuble, abrité mais tout proche, ne sera pas démoli par explosion, alors que plus loin, en terrain découvert, un autre sera pulvérisé. Les incendies seront également d'une violence très variable. Ici, tout sera réduit en cendres, alors que là, les incendies pourront être éteints. Eh ben, je vois ça comme un truc pas drôle. Pas drôle du tout. Et nous, qu'est-ce que nous devenons dans le coup? Il n'y a pas de danger si vous êtes dans un abri. Les abris souterrains en béton armé vous assurent une bonne protection, même au point zéro. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Je me suis laissé coincer en pleine nature, le nez aplati dans l'herbe. Est-ce que je vais m'en tirer? À proximité du point zéro et jusqu'à 1200 mètres, du moment que vous n'êtes pas du tout protégé, c'est la mort certaine. Vous êtes grillé. Le rayonnement serait mortel à lui seul. D'ailleurs, du moment que vous n'êtes pas abrité, vous pouvez être tué par n'importe quel projectile. Pot de fleurs, cheminée ou coffre-fort. Vos préférences sont très marquées. Mais si vous avez la veine d'être loin, vous vous en sortez indemne. Donc, en ce qui vous concerne, la bombe a lâché son paquet de souffle, de chaleur et de radiation. Elle continue à répandre des radiations et des particules radioactives, mais cette masse s'élève 2 minutes environ après l'explosion. La zone située au-dessous du centre d'explosion n'est plus dangereuse et l'on peut y circuler. Vous aurez alors des obligations militaires à remplir, des blessés à secourir ou un service d'ordre à assurer.
Vous attendez donc 2 ou 3 minutes et vous vous mettez en route. Bon, vous avez survécu à cette explosion. Supposons maintenant que ça recommence. Faites travailler votre imagination une fois de plus. Il se peut en effet que l'ennemi nous envoie cette fois une bombe sous-marine. Ce cargo à l'aspect innocent s'est glissé dans le port. Et il recèle à fond de cale une charge mortelle. Les spécialistes estiment qu'une bombe atomique doit exploser assez profondément pour atteindre son maximum d'efficacité. Supposons que le fond soit suffisant. Il est infiniment probable que l'engin explosera sans préavis, sans qu'on ait pu donner l'alerte. Dans le cas d'une explosion sous-marine, vous pouvez considérer comme négligeables les effets du souffle et de la chaleur. Mais gare au brouillard. Il est radioactif, c'est-à-dire chargé d'un poison mortel, et il se déplace rapidement. Quand vous le voyez avancer vers vous à 1600 mètres, il vous reste 30 secondes pour vous abriter. Gagnez l'entrée la plus proche, mais procédez avec calme. En effet, le brouillard contamine tout ce qu'il atteint à cause des matières radioactives dont il est chargé et que nous qualifierons de chaudes, bien qu'elles n'aient rien à voir avec la température. Alors, ne vous pressez pas de quitter l'abri. Attendez que le brouillard se soit dissipé, et même davantage si possible. La radioactivité diminue en effet quelques minutes après l'explosion, et le danger aussi par conséquent. Le mieux est d'attendre que les équipes de défense radiologique viennent vous dire ce qu'il faut faire. Mais si vous devez repartir, prenez des précautions. Mettez votre mouchoir en tampon sur la bouche et le nez pour filtrer l'air que vous respirez. Et dépêchez-vous si vous tenez à la vie. Plus vite vous sortirez d'une région contaminée, moins vous vous exposerez à un empoisonnement radioactif. Dirigez-vous autant que possible perpendiculairement au vent. Profitez des abris que vous rencontrez. Un passage couvert sera généralement un endroit sain. Ne vous laissez pas tenter par des pièces de monnaie ou autres objets trouvés dehors. Ils sont empoisonnés. Enfin, vous voilà sorti de la zone dangereuse. Votre tête est à sa place habituelle, vous avez votre répartition normale de bras et de jambes, votre peau a gardé sa couleur habituelle. Enfin, tout va bien. Tôt ou tard, vous allez rencontrer des équipes RADEF, c'est-à-dire les détecteurs de la défense radiologique. Munis de leurs appareils, ils examinent tout ce qui pourrait avoir été contaminé, vous y compris. Si vos uniformes se révèlent radioactifs, on les traitera comme s'ils avaient mariné dans du purin. C'est-à-dire qu'on les enverra à l'étude. Si la contamination a été trop forte, on les enterrera ou on les jettera dans la mer. Quant à vous, une douche et un savonnage énergique vous débarrasseront des substances radioactives dont votre corps pourrait être couvert. Mais attention, ce n'est pas terminé. Présentez-vous à l'organisme militaire le plus proche pour y recevoir des instructions. Dès qu'on vous l'aura ordonné, ralliez votre unité. Là, d'après les renseignements reçus du personnel RADEF, on pourra vous indiquer les secteurs qui ne sont plus dangereux et les autres. On vous dira aussi ce que vous pourrez manger, boire sans danger. Vous devrez faire très attention de ne pas absorber des matières radioactives, que ce soit par respiration, ingestion ou encore par écorchure. L'exposition limite aux radiations vous sera indiquée. Combien supporte-t-on de radiation? Combien faut-il de verres d'alcool pour étendre quelqu'un? Ça dépend du gars. Là, c'est identique. L'exposition maximum est déterminée par des spécialistes qui cherchent par des vérifications à en fixer les limites. Donc, vos chances de survivre à une explosion dépendent surtout de vous. Projection prête, sergent. Allons-y. Si vous perdez le nord, vous aurez probablement droit à 2 ailes dans le dos et une auréole de première classe. Alors servez-vous de votre jugeote, appliquez les consignes, et vous aurez des chances de faire de vieux os.